Je suis très heureux de vous accueillir à cette dernière table ronde qui va chercher à la fois à mettre en scène et à entendre une pluralité d'acteurs de l'accompagnement sur ces questions-là de radicalité, pluralité de territoire et certainement pluralité de pratiques. Donc je suis très heureux d'accueillir donc à ma gauche Elsa Chamboredon, qui a accepté de rejoindre cette table ronde et que je remercie chaleureusement, donc qui est psychologue clinicienne à la Pitié-Salpêtrière. Très heureux d'accueillir Aliouci, psychologue lui aussi, à Thérapsie du Havre. Rabia Senoussi, ma collègue du réseau Virage, qui n'est pas psy mais assistante de service social, donc au réseau Virage, et Nasser Raïs, lui aussi psychologue, au Radéo, donc porté par la Maison des Adolescents du Gard, si je ne m'abuse. Donc cette dernière table ronde sera moins des présentations d'un quart d'heure qu'un dialogue autour de la manière dont le corps est présent dans l'accompagnement des personnes qu'on accompagne sur ces questions de radicalité. Et dans un premier temps, peut-être on va commencer par toi, Nasser. Je vais vous proposer chacun votre tour. On commence par la gauche et on avance. En 30 secondes, une minute, très rapidement, de nous dire c'est quoi votre institution, votre structure, qu'est-ce que vous y faites, qu'est-ce que vous accompagnez, voilà, et quelle est votre place dans cette structure. Nasser, je te laisse commencer. Bonjour à toutes et à tous, Nasser Raïs, psychologue clinicien, donc à la Maison des Adolescents du Gard, Nîmes, avec un travail dans le dispositif Radéo. C'est un dispositif qui fait partie de d'autres dispositifs de la Maison des Ados. Ce dispositif Radéo, donc réseau d'adolescents, on dérive ordinaire et extraordinaire. Nous sommes une équipe qui travaillons autour de l'accompagnement de familles qui, à un moment donné de l'histoire, ont perdu ou leurs enfants qui sont partis en Syrie, en zone de guerre irako-syrienne, qui sont morts sur zone, ou emprisonnés sur zone, ou dans des camps en Syrie, Al-Roj ou Al-Hol. Donc nous accompagnons ces familles, ces parents, ces grands-parents, et en même temps un accompagnement individuel autour de la fratrie. Donc nous sommes 3 psychologues et un travailleur social, 5 psychologues maintenant avec les 2 psychologues qui nous ont rejoints. Donc c'est un travail qui a une dimension d'accompagnement collectif avec un groupe de parole autour de ces familles qu'on rencontre à peu près une fois par mois pour travailler un petit peu leur trajectoire, qu'est-ce qu'ils vivent avec cette histoire douloureuse où les enfants sont disparus, portés disparus, absents, ou avec aussi des enfants qui sont restés et tout le travail qu'on fait autour de ces familles-là. Voilà, donc en gros, c'est... Et puis le travail que je fais moi, c'est l'accompagnement individuel. C'est des orientations qui arrivent soit de l'éducation nationale, du département, de la préfecture de police, ou tout simplement des familles qui nous appellent, qui nous disent « je suis inquiet, j'ai ma fille, mon fils qui est peut-être en train de se radicaliser, j'ai ma fille qui se convertit à l'islam, on ne comprend pas ce qui se passe ». Donc il y a un espace d'accueil au sein de la Maison des Adolescents. Merci beaucoup. Rabia Senoussi, de ton côté. L'équipe du réseau Virage, c'est une équipe pluridisciplinaire. On est coordonné par le docteur Corduan. L'équipe est composée de psychologues, de thérapeutes familiaux, de spécialistes en histoire des religions ou sociologie des religions. C'est pour ça que je te regardais. De travailleurs sociaux et d'une intervenante en médiation ethnoclinique. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc ça, c'est l'équipe. L'idée au réseau Virage, c'est de pouvoir proposer un accompagnement le plus adapté aux personnes qui sont concernées par la problématique des radicalisations.
Et donc de proposer alors soit un accompagnement individuel, soit un accompagnement collectif. Individuel au cours d'entretien avec les membres de l'équipe, que ce soit les psychologues, le pédopsychiatre ou les travailleurs sociaux, parfois en binôme. En binôme psychosocial pour un entretien. On assure aussi une présence sur les réseaux sociaux pour maintenir le lien, être au plus proche des jeunes et pouvoir répondre à leurs questions sur les réseaux. On propose également un accompagnement collectif. Alors on accompagne un groupe de femmes dont les enfants sont concernés directement par la problématique de radicalisation. On a aussi, on met en place aussi des ateliers où alors on oriente les jeunes qu'on accompagne vers des ateliers qui sont portés par la Maison des Ados, puisque le réseau Virage est un dispositif porté par la Maison des Ados de Strasbourg. Donc on va bénéficier des ateliers à médiation et là pour la thématique qui nous intéresse, on avait un atelier autour de l'estime de soi, du rapport au corps, etc. Voilà, je pense que j'ai... Merci beaucoup, Rabia. Aliou, comment ça marche au Havre? Alors bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, Thérapsy est géographiquement située dans la commune du Havre. Donc voilà, une association qui existe depuis pas mal d'années déjà. Une antenne aussi qui a été récemment créée du côté de Rouen. Donc Thérapsy occupe vraiment toute la zone de la région Normandie. Alors on est une équipe essentiellement constituée de psychologues, donc ça restera, mais bon, ça existe à Thérapsy. Et avec aussi un pôle administratif qui est important, qui est là aussi pour faire tout ce travail d'accueil, de préparation en amont, notamment sur les demandes d'orientation, qui viennent essentiellement des associations et des institutions présentes d'un point de vue local. Donc institutions, donc les services de l'État en général, donc ça concerne la préfecture, donc le SPIP, la PJJ, et au niveau associatif, donc je ne vais pas les citer, mais elles sont nombreuses, voilà, des travailleurs sociaux qui sont en l'occurrence confrontés aux difficultés dans leur prise en charge sur la question de la religiosité extrême. On a aussi en présence un pôle de formation, parce qu'il y a aussi des psychologues formateurs qui proposent aussi voilà, une clinique interculturelle, parce que c'est vrai que de plus en plus, à travers la patientèle qu'on accueille, on a aussi voilà, des profils où la dimension de la culture, du moins le codage culturel, est très prégnant, et puis s'associe à cela évidemment la question aussi religieuse. Voilà, donc à Thérapsy, nos missions principales donc, elles sont axées sur 3 pôles. Donc le soin évidemment, donc un accueil qui est dédié principalement pour les enfants, les adolescents, les adultes, donc, et puis la famille de manière plus générale. Il y a le deuxième axe qui s'agit d'adapter les pratiques. Donc on s'adapte aussi, aujourd'hui on n'est pas uniquement dans une logique d'accueil, mais on va aussi favoriser l'aller vers, donc c'est-à-dire d'aller vers des personnes qui sont éloignées des soins, qui sont totalement, pour plusieurs raisons, pour des freins, donc souvent en lien avec des risques psychosociaux, parce que très précarisés, avec des difficultés d'un point de vue économique, du point de vue aussi affectif, sociologique. Donc du coup, on travaille cette non-demande pour le coup, pour aller dans cette dimension d'aller vers. On peut aussi aller vers des lieux de vie, d'où la nécessité d'avoir parmi notre équipe, et ça c'est récent, mais une médiatrice culturelle qui aussi met en place des ateliers culturels. Ça peut se faire en binôme avec un psychologue ou alors à sa propre initiative. Et puis dans un dernier temps, troisième axe, c'est l'accompagnement. On accompagne, donc là on est plutôt dans du renforcement auprès des professionnels avec des formations qui leur sont dédiées, donc avec la thématique sensibilisation aux faits religieux, des supervisions, et puis aussi des analyses de pratique, où là il s'agit aussi d'évoquer des études de situation pour lesquelles il s'agit de réfléchir ensemble, de co-construire et puis d'éventuellement proposer des perspectives de travail. On voit que les structures sont très diverses. Elsa Chamboredon, à la Pitié, ça fonctionne comment? La consultation de prévention de la radicalisation, à la Pitié, elle appartient au service de pédopsychiatrie de l'hôpital.
Mais néanmoins, il n'y a pas besoin d'avoir un problème d'ordre pédopsychiatrique pour être accueilli dans la consultation. La consultation n'est pas sectorisée, donc c'est très, voilà, c'est très large. La population qu'on accueille, c'est essentiellement des jeunes qui inquiètent leurs parents du fait d'une possible radicalisation. On a aussi des mineurs, enfin adolescents, mineurs, enfants ou adolescents de retour de zone irako-syrienne. On peut avoir aussi des contraintes judiciaires, voilà, des obligations de soins, etc. La manière dont on travaille, on a d'abord, le plus souvent, d'abord un travail avec les parents en amont, enfin le ou les parents selon les cas, en amont pour essayer de rendre possible une consultation du jeune et ou une consultation familiale. Donc c'est un travail où on traite les angoisses parentales, on essaye de faire en sorte de maintenir ou recréer le lien intrafamilial qui a été beaucoup abîmé par ce début de processus de radicalisation, et on essaye de soutenir les parents pour reprendre un peu leur rôle parental qu'ils ont l'impression d'avoir perdu ou qu'ils ont perdu dans la réalité malheureusement, et de les faire réinvestir cette position malgré le fait que leurs jeunes généralement renient leur autorité parentale. À côté de ça, ça c'est le travail en amont. Moi je m'occupe d'entretien individuel et de psychothérapie quand c'est possible. Avec le docteur Serge Fez qui devait être ici pour ce colloque, on s'occupe des thérapies familiales en binôme. Et puis me revient également la tâche d'un travail en réseau avec les partenaires et notamment avec la préfecture, comme plusieurs d'entre nous. Et donc, je participe aussi au CEPRAF, donc cellule de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles à la préfecture. Bravo, acronyme qu'on a l'habitude d'utiliser sans trop savoir parfois ce qui se cache derrière. Et nous avons donc 4 professionnels, 4 structures assez différentes, mais qui proposent tous les 4 des accompagnements. On sait que dans tout accompagnement, il y a une rencontre entre un ou plusieurs professionnels et des personnes qu'on accompagne. Cette rencontre va mettre en lien des histoires, des trajectoires, mais aussi des corps. Et c'est un peu l'objet de notre rencontre là, pendant ces 2 jours. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous, cette dimension corporelle est intégrée ou pas peut-être dans vos accompagnements. Comment est-ce que le corps prend place dans les accompagnements que vous proposez? J'ai envie de commencer par toi, Rabia. Est-ce que tu peux nous dire à Virage comment est-ce que, alors toi déjà en tant qu'assistante de service social, mais peut-être avec tes collègues, comment est-ce que ça fonctionne ou pas cette place du corps dans l'accompagnement? Comment la dimension du corps est intégrée à l'accompagnement? Pour commencer, c'est déjà la porte. C'est souvent, bien souvent, pour un grand nombre d'accompagnements, la porte d'entrée à ces accompagnements, puisque les familles qui vont nous contacter pour des inquiétudes quant à leur enfant, ça va souvent être autour d'un changement au niveau soit du poids. En ce qui concerne les jeunes filles qu'on peut accompagner, il y a souvent des inquiétudes parce que perte de poids et questionnement autour de comment perdre du poids. Donc des parents vont nous solliciter. Alors c'est des pertes de poids plus d'autres choses. C'est pas juste la perte de poids, c'est souvent perte de poids plus des vêtements amples, un changement vestimentaire, vêtements amples. Tunique longue, robe longue, maintenant les abayas qu'on retrouve au cœur de certaines polémiques. Donc, le corps est toujours présent dans nos accompagnements puisque on va toujours essayer de comprendre et de travailler avec la jeune
Je ne vais pas me répéter parce que ça a déjà été dit hier, ce matin, que pour certaines jeunes filles, le fait de se couvrir va être, alors que ça va avoir une fonction protectrice parce que voilà, on va vouloir protéger ce corps qui change, qui commence à attirer le regard, qui peut attiser aussi le désir. Donc on va essayer de se cacher derrière un voile, essayer de se cacher derrière un gilbeb large, de couleur sombre, pour ne pas attirer non plus le regard sur soi, et avoir peut-être aussi ce sentiment de pouvoir dominer un petit peu et être un petit peu en position de puissance pour certaines jeunes filles. Donc on va essayer de travailler ce rapport au corps. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de le protéger à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'il est aussi un bouclier, hein? Pour certaines, je pense à une jeune fille qui aimait porter son gilbeb, je le mets au passé puisqu'elle ne le porte plus, mais qui portait son gilbeb parce qu'elle savait que ça faisait peur. Il y avait comme ça un peu voilà, je vais monter dans le tram, je vais aller faire mes courses ou quoi, je sais que je vais faire peur aux gens sans rien faire. Et donc on ne me parlera pas, on me laissera tranquille, et puis je vais pouvoir faire ma vie, faire mes courses sans être dérangée. Donc la dimension du corps, ouais, elle va être présente surtout, je pense, en tout cas pour ma part, dans les accompagnements avec les jeunes filles. Avec les garçons, j'ai un petit peu moins d'exemples, mais on va avoir toujours... je ne sais plus, la collègue qui disait hier que certains parents, oui, se posent la question de pourquoi est-ce que mon fils passe autant de temps dans la salle de bain, pourquoi est-ce qu'il se lave autant, pourquoi est-ce que... Enfin voilà, il y avait des histoires autour de la purification de certains jeunes hommes et en même temps de cette volonté de devenir un homme, d'être fort. Donc parmi les accompagnements chez les garçons, on a beaucoup de nouveaux sportifs qui se lancent dans la MMA pour beaucoup, ou dans la boxe pour certains autres. Et on va avoir un petit peu voilà, je pense à un jeune homme 15 ans qui avait commencé la lutte et qui avait comme ça envie de se lancer dans la MMA. Et, dans le bureau d'entretien, il y avait un miroir, il y avait vraiment ce truc où je n'existais plus, il n'y avait plus que lui et le miroir. Et il se regardait, c'est un peu ça. C'est un peu ça, se regarder quand il parle du sport. Donc ouais, je dirais que la dimension corporelle, elle est toujours, ou en tout cas très souvent présente dans nos accompagnements. Pardon. Merci beaucoup, Rabia. Aliou, je vois que tu réagis. C'est quelque chose, par rapport à ce que vient de dire Rabia, c'est quelque chose tu partages, tu voudrais rajouter quelque chose? Comment ça se passe dans ta clinique? Donc je partage évidemment ce que vient de dire Rabia. Donc c'est aussi un peu dans la même veine, hein, de ce que je peux aussi... percevoir, hein, sur la question, l'importance en tout cas du corps, hein, du corps qui transporte, du corps qui véhicule, et du corps aussi qui est invisibilisé par la tenue, en tout cas islamique, que ce soit le voile ou le djilbab. Mais en même temps, j'aimerais aussi rajouter, parce que voilà, par rapport à des choses qui me reviennent, hein, sur les accompagnements, cette pudeur aussi, hein. Donc évidemment on cache, il y a aussi cette pudeur d'un point de vue psychique aussi qui existe, au-delà même du corps qu'on couvre et qu'on souhaite dissimuler. Je m'explique parce que je fais un lien avec une jeune fille, hein, que j'ai eue en consultation. Enfin, c'était dans le cadre d'un protocole croisé. Donc moi je voyais la jeune fille et puis collègue en plus qui est présente voyait la maman. Donc c'était l'occasion un petit peu de comprendre, un petit peu de déminer ce qui se jouait autour de cet enjeu qui, pour le coup, qui était voilà, une tension entre mère et fille, et puis l'enjeu qui était clairement au milieu, c'était l'enjeu de la féminité. Donc une maman très très féminine, très féminisée, et puis une jeune fille au contraire qui avait en tout cas une volonté au contraire de se démarquer. Hier on parlait beaucoup de la séparation, de l'individuation. Là pour le coup il y avait ce marquage à la fois vestimentaire, mais aussi voilà, une forme de pudeur. Une pudeur qui quelque part voilà, était une forme d'éloignement par rapport à la figure maternelle. Mais bon, il s'avérait que au fond c'était pas tant une tension fille contre mère ou mère contre fille, mais on était plutôt dans une logique
il y avait une histoire de perte en réalité. On parlait de perte, hein, il y avait un deuil qui était là, qui n'a pas suffisamment été éprouvé, un deuil maternel qui s'est transposé. Donc on était vraiment dans une logique inter- et transgénérationnelle, des symptômes, hein, du côté de la maman qui avait glissé en tout cas sur la jeune fille, qui s'était enquisté, hein, ça s'était condensé, et puis ça s'est traduit par un mouvement, en tout cas un mécanisme défensif pour la jeune fille, en allant vers l'objet du religieux. Hein, ce religieux qui vient à la fois protéger, qui vient couvrir, et qui vient surtout, d'un point de vue efficace, parce qu'elle n'a pas trouvé d'autres moyens plus efficaces, de pouvoir justement exister à sa manière, et puis de mettre à distance un deuil, une perte qui renvoie à l'angoisse de mort. Donc, à des choses comme ça. Donc effectivement, dans le travail que j'ai pu mener, bon, après, voilà, je suis un homme, hein, j'étais en face à une jeune fille, donc ça pouvait aussi susciter aussi, de l'inquiétude, ou bien peut-être même une forme de rejet, parce que si on parle du pulsionnel, ou toutes ces choses qu'on a pu entendre depuis hier et cet après-midi, notamment sur des jeunes filles qui antérieurement ont pu être victimes de traumas importants, hein, d'un point de vue des violences. Là, on n'était pas du tout dans ça. Donc, pour le coup, ces choses-là ont été plutôt très rapidement évacuées, et on a pu en tout cas mettre en place un travail pour le coup intéressant, et qui a permis aussi de faire émerger une souffrance psychique transgénérationnelle. Effectivement. D'où l'intérêt des protocoles croisés. Et puis ces protocoles croisés nous ont aussi permis de mettre en place des groupes de parole, par exemple. Des groupes de parole où on a pu aussi associer des parents, donc des familles, avec des jeunes néo-convertis, pas forcément en tout cas en lien sur le plan filial, mais ça permettait aussi d'avoir pour eux-mêmes aussi un regard croisé. C'est-à-dire des parents en souffrance avec des enfants qui se convertissaient, qui étaient de culture laïque, hein, donc athée, donc pas du tout religieux, donc pas d'éducation religieuse à la maison, mais pour autant, leur enfant allait vers cette conversion, et de façon assez brutale pour la plupart, et avec une incompréhension des parents, estimant que la religion n'avait jamais été évoquée, ni proposée, quelquefois même sur plusieurs générations. Donc, et que soudainement, leur enfant vient à la maison. Au départ, c'est un peu dissimulé, hein, donc on ne montre pas d'emblée cette nouvelle appétence. Donc c'est des vêtements qui sont un petit peu dissimulés, un peu cachés dans la maison. Voilà, donc c'est des ouvrages qui sont découverts comme ça, à travers l'activité de rangement. Et voilà, donc tout de suite ça questionne, ça interpelle. Et ça a permis en tout cas de pouvoir mettre en place ces temps de réflexion, ces temps d'échange, et de croiser pour le coup aussi les regards de ces personnes, et surtout de faire tomber un peu, parce qu'on en parlait beaucoup, la question du fantasme. C'est vrai qu'on est beaucoup dans les fantasmes, on est beaucoup à imaginer le pire, on est beaucoup à se dire ça y est, tout de suite mon enfant va partir, mon enfant va sans doute passer à l'acte, mais voilà. J'ai un collègue qui parlait aussi, par exemple, de ces conversions soudaines, brutales, avec cette tenue, soit le voile ou le djilbab, était aussi une formation, une manière, une forme qu'on peut aussi trouver dans d'autres manières d'agir pour les adolescents, comme une forme de conduite ordalique nouvelle, hein, qui vient aujourd'hui se rajouter à d'autres conduites ordaliques qu'on connaît sur la question de la limite, sur la question de la transgression, et de celle qui vient aussi quelque part défier un peu l'autorité familiale, et on vient chercher à la fois des limites, mettre du sens, pour essayer de trouver en tout cas une forme de contenance, et surtout d'apaisement, de soulagement par rapport à une souffrance qui est là, qui est présente, et qui n'est pas suffisamment éprouvée. Ouais, merci beaucoup. Elsa, j'ai envie de continuer par toi. Tu parlais entre autres de pratiques de médiation familiale. Il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans ce que Rabia ou Aliou ont pu amener. Et je me demandais comment tu réagis à ça. Alors à la fois cette dimension du genre de l'accompagnant,
Hein, le fait que tu sois une femme, en quoi ça va rentrer ou pas, ou compliquer ou pas le rapport, alors le rapport à la personne qu'on accompagne, mais à son corps, à la projection qu'on fait, etc. Et puis le fait que vous soyez en binôme avec Serge, voilà, c'est évidemment quelque chose d'intéressant dans la dynamique. Et j'imagine que vous traitez aussi ce système familial, un peu comme ce que Aliou vient de dire, transgénérationnel, que ça vous permet aussi de travailler des choses de ce type-là. Le corps des absents, j'imagine aussi, peut-être. Voilà, je te laisse réagir. Alors, sur la question du genre, je vais peut-être décevoir un petit peu. Moi, je ne vois pas les choses seulement par ce biais-là, et je trouve qu'il est malgré tout un petit peu réducteur, parce que, en tout cas en psychanalyse, on a quand même en tête qu'on n'est pas que femme 100% femme, et un homme n'est pas que homme 100% homme, et qu'il y a tout cette... ce qui est appelé la bisexualité psychique, et qui est à travailler, c'est-à-dire que on est autre chose, et on peut aller au-delà de son genre. Cela étant, forcément, que je sois une jeune femme en plus, parce qu'il y a aussi le critère d'âge, une jeune femme, ça change quelque chose. Bien sûr qu'avec des jeunes hommes, il y a un côté de séduction qu'on sent de leur part. Il y a un côté rivalité avec quelquefois quand on est du même sexe, mais aussi quelque chose de beaucoup plus... Enfin, à chaque fois, il y a les deux versants, c'est-à-dire il y a quelque chose de beaucoup plus apaisant aussi, d'être avec le même sexe. Il y a le côté dans le transfert qui peut dépasser énormément. Moi, il y a des patientes qui voient quelque chose de maternel en moi. Dans les faits, j'ai pas d'enfant, j'ai pas 45 ans ou 50 ans, enfin bon, et je suis pas du tout en âge d'être. Donc transférentiellement, il y a énormément de choses, et heureusement, qui peuvent se passer au-delà de nos appartenances concrètes à tel ou tel genre. Donc moi, c'est pas des catégories avec lesquelles je raisonne. Je ne nie pas ce que je suis, et bien sûr que ça a un impact, mais on essaye un peu d'aller au-delà, sinon on est trop enfermé dans notre enveloppe corporelle. Voilà. Ensuite, pour la thérapie familiale, c'est intéressant ce que tu disais, parce que, en effet, donc Serge Effez est un homme, ça ne vous aura pas échappé, d'une génération au-dessus de moi, donc il y a à la fois la différence de genre, mais il y a aussi la différence générationnelle. Donc pour la thérapie familiale, c'est intéressant. Et en plus, on n'est pas tout à fait aussi théoriquement dans les mêmes... il y a un métissage dans notre cadre, parce que Serge Effez a une formation en psychanalyse et il est devenu systémicien ensuite. Moi, je suis donc psychologue clinicienne au départ, avec une tendance... je me reconnais dans le courant de la psychanalyse groupale. Voilà. Donc ça on est un peu différents, on se retrouve sur certains points, mais aussi il y a des différences, et je crois que c'est, pour un peu monter en généralisation, c'est cette altérité qui, je pense, est quelque chose de contre-investi chez les personnes qu'on reçoit, les personnes susceptibles de radicalisation et les familles dans leur ensemble, souvent luttent contre cette altérité, cette différence à l'intérieur de leur famille, et sur le plan intrapsychique, il y a aussi ce contre-investissement de l'altérité pour une unité, un lissage des différences, et donc supporter l'altérité en soi, donc dans nos conflits psychiques, etc., et avec nos collègues. Ça permet justement de pouvoir faire émerger chez les patients on va dire, une certaine tolérance à l'altérité en soi et dans les liens interpersonnels.
Ok, donc de manifester des différences d'interprétation avec son co-analysant permet aussi de faire comprendre que c'est pas grave si ta fille s'est convertie. Regarde, nous-mêmes, on n'est pas d'accord. J'avais jamais vu ça comme ça, Nasser. Bien sûr. C'est super intéressant. Parce que ça montre qu'on peut ne pas être d'accord, ne pas être sur la même longueur d'onde, que le lien subsiste, parce que c'est ça l'angoisse, hein, c'est que le lien soit rompu. En fait, si on est pareil, on s'aime, et si on n'est plus pareil, rien ne pourrait être possible. Et donc c'est montrer qu'il y a des entre-deux, des nuances de gris. Je crois qu'on se reconnaîtrait dans Virage. Hein. On arrive très bien à manifester nos désaccords. Nasser, qu'est-ce que ça t'inspire ces 3 réflexions qui ont abordé chacun le sujet d'une manière un peu différente. Comment ça réagit avec ta propre clinique et puis votre clinique de ton côté? Avant de commencer, moi je vais parler de Rabia, me fait penser à une grande poétesse mystique. On parlait de mysticisme tout à l'heure, et je suis très ravi d'être à côté de Rabia. Pour répondre à cette question, moi, quand je travaille à cette question, d'abord, il y a la question du territoire. C'est comme si on vient conquérir un autre territoire par le corps. Et le corps, il est d'emblée dans la relation. Il est manifeste. Et il se manifeste. Parce que ce corps-là, c'est comme on dit en arabe, c'est un ma'wa, c'est un refuge. C'est toute cette contenance psychique, sociale, affective n'a pas opéré. Donc ce corps-là vient à ce moment-là offrir un espace de contenance symbolique. Et du coup, je me réfugie dans ce ma'wa, dans cet espace qui devient de facto protecteur. Donc du coup, au premier regard, on a ce rapport direct avec le corps qui se pose. Je pense à cette jeune fille, Lisa, que j'appellerai Lisa, 16 ans, et qui, 3 mois après, sa mère, elle me dit, mais je ne comprends pas, elle change, elle n'est plus là, et je commence à perdre ma fille. Elle était coquette, belle, avec des couleurs, et d'un coup, elle rentre dans un sitar. Alors, le jilbab ou le voile, il laisse apparaître le visage. Le sitar, si on le traduit en arabe, c'est rideau. Dans un théâtre, c'est sitar, on ne voit pas les comédiens. Quand le sitar se lève, on voit quelque chose. Par contre, elle me dit, ma fille, c'est comme un rideau. Je vois un rideau en face de moi. Donc j'ai perdu ma fille et je n'arrive pas à accéder à ma fille à partir de ce moment-là, à partir de ce changement-là, changement radical. Un corps qui donne à voir cette radicalité. Donc plus accès à sa fille. Donc je rencontre cette jeune fille qui me raconte qu'elle a rencontré un jeune à Marseille. Elle a 16 ans, lui il a 28 ans, et il lui demande de quitter la France et partir en Algérie pour pouvoir mieux vivre sa religion. Et il lui demande de se vêtir de cette façon-là. Et elle me dit, moi, ce corps, je ne l'aimais pas, parce que j'ai vu toujours mon corps dans un système familial où il y avait la violence conjugale et la violence intrafamiliale. Donc mon corps était abîmé, j'ai jamais été en accord avec ce corps-là, et ce jeune garçon me propose à ce moment-là ce vêtement qui me protège contre ces agressions intrafamiliales et cette honte que je portais sur ce corps que je n'aimais pas. La preuve, je suis parti à l'extrême où je montrais mon corps, elle était vraiment extravagante. Et d'un coup, le jour où elle a rencontré ce garçon, elle est tombée amoureuse. Donc il y a une relation amoureuse qui vient réparer cette blessure narcissique, ce manque affectif que offre ce jeune. Et finalement, elle rentre dans ce jeu-là et elle me dit, c'est la première fois que je sens que j'existe, mais derrière ce voile. Avant, je n'existais pas à travers mes habits, mais maintenant, derrière ce voile-là, j'existe. Donc le corps,
revit finalement à travers ce vêtement. Et cette jeune fille, quand elle parle du voile, quand elle parle de son corps qui sort du territoire dans lequel elle vivait, donc elle s'approprie ce nouveau corps et qui devient finalement un instrument, un outil, j'allais dire, de dire aux autres ses convictions personnelles. C'est-à-dire qu'elle est dans une démarche d'exhibition. Et elle veut aussi, autour d'elle, montrer la vérité. Que c'est une vérité d'adhérer à cette nouvelle, j'allais dire, croyance. C'est la vérité absolue. Et donc, du coup, quand je lui dis c'est quoi la vérité absolue, elle me dit la vérité d'Allah et la vérité de la religion. Alors que mes parents ne sont pas là-dedans. Et c'est pour ça que je veux fuir la maison, alors qu'elle avait déjà, auparavant, fugué, elle s'est scarifiée, elle a même fait des tentatives de suicide. Et ce moment-là, elle me dit, c'est la seule fois où je ne pense pas à ça. Parce que je me sens protégé, et ce garçon-là, avec qui je suis, m'offre cet espace d'amour et de protection. Donc voilà, on arrive à un moment où ce garçon-là, il n'apparaît plus, il ne réagit plus, il la quitte. Il lui dit, écoute, tu ne veux pas te marier avec moi, tu ne veux pas partir en Algérie, donc du coup, c'est plus possible pour moi. Tu peux uniquement me joindre par Internet pour me poser des questions sur la religion. Mais il n'y a plus de rapport avec toi. Donc elle revient me voir et elle me dit, je recommence à sombrer dans la détresse. Et je commence à penser à un autre corps qui a été abîmé, qui a été souffrant. Et elle m'écrit, la semaine dernière, elle m'a écrit par SMS, je commence à repenser à mourir. Donc, ce corps protégé n'est plus protégé. Parce que finalement, il n'a pas été protégé par le voile, il a protégé par cette nouvelle relation qui lui offrait un moment de tendresse et peut-être qu'elle commençait aussi à croire qu'elle existe, elle, pas que à travers son corps. Et donc, le fait que ce garçon la quitte, il l'a quitté subitement, hein, parce que sa mère, elle lui a confisqué le passeport et elle ne pouvait plus le rejoindre à Marseille pour plus tard partir avec lui. Donc du coup, cette histoire s'est achevée comme ça. Et aujourd'hui, elle est dans cette souffrance énorme parce qu'elle a perdu ce rapport avec ce garçon qui, lui, l'a ramené à un moment à ce nouveau corps qu'elle commençait à s'approprier. C'est fascinant, c'est passionnant. C'est vrai que je me demandais justement ce type-là de situation, de relation d'accompagnement. Là, tu parlais d'un SMS. Rabia nous disait que il y avait aussi une présence sur les réseaux sociaux. Aliou, est-ce que tu as une situation particulière marquante dans laquelle le corps a pris une place particulière dans la relation d'accompagnement ou voilà, quelque chose dans lequel le corps était marquant dans ta clinique? Pardon. Donc, un peu plus la déplier. Cette jeune fille, avant d'engager un processus religieux, elle aimait beaucoup, enfin, du moins, elle aimait beaucoup danser. Elle dansait, elle exprimait ce corps via une activité de danse. Elle dansait, elle chantait, elle écoutait de la musique. Donc, on était plutôt du côté de la pulsion de vie. Et puis, la manière dont elle caractérise l'arrêt de cette activité de danse et de chant, et puis d'écouter la musique, ça a correspondu à la période du confinement. Voilà. Confinement qui a été une période un petit peu particulière, hein, que tout le monde a vécu. Et elle s'est retrouvée un peu dans le huis clos familial, donc avec évidemment une période où il y a l'effraction du pubertaire, où il y a des questionnements existentiels, hein, des angoisses aussi pour le coup, hein, un environnement, un climat mortifère, hein, qui vient réveiller des choses plus anciennes. Donc tout à l'heure je parlais de la maman qui n'avait pas suffisamment éprouvé une mélancolie, d'un deuil en tout cas plus ancien, en lien avec
pas forcément son papa, mais un grand-père, donc l'arrière-grand-père de la personne. Donc voilà, une relation filiale pas suffisamment éprouvée. Et cette jeune fille, qui n'a pas connu son arrière-grand-père, enfin du moins très peu, hein, sur une période très courte de sa jeune vie, donc quand il est décédé, elle avait à peine 3 ans. Pour autant, lorsque je la vois en consultation, elle est très logorique, hein, elle parle beaucoup. C'est un peu comme un mode défensif, hein, c'est une manière aussi de mettre à distance voilà, toute forme d'angoisse, hein, notamment lors du premier rendez-vous. Et je me rends compte, parce que lorsque précédemment j'avais rencontré les parents, notamment la maman, qui avait une position voilà, plutôt qui se mettait plutôt en avant par rapport au papa, qui était plus en retrait, qui était aussi pareil, qui avait un discours très chadier, qui parlait beaucoup, hein, donc très prolixe, et qui a marqué un temps d'arrêt lorsqu'on a évoqué cette figure paternelle. Et ce qui a été troublant, c'est que donc sa fille n'était pas présente au premier rendez-vous, hein, à la rencontre inaugurale, et quand je la vois, elle, à la première consultation, elle a marqué le même temps d'arrêt que sa maman, par exemple. Donc c'est un temps où il y a une émotion, une charge émotionnelle intense, importante, hein, qui s'est manifestée, qui a émergé. Et elle me dit que c'est au moment de cette période de confinement que cette émotion, voilà, enfin du moins ce souvenir très finalement très brouillé, hein, pas forcément clair pour elle, voilà, l'a renvoyé à des questionnements sur la vie, voilà, comment on traverse la vie, comment on peut justement supporter cette vie avec toutes ces angoisses de mort qu'on voit au quotidien, avec le comptage des morts, hein. On se souvient à l'époque, au niveau des médias, chaque jour on avait voilà, un comptage de morts. Donc il faut imaginer que ces jeunes filles, dans ce huis clos familial, voilà, donc, qui regardent l'actualité et qui chaque soir voient ce décompte, et qui, dans ce décompte, des choses plus anciennes qui reviennent, et qui la mettent face, en tout cas, à une détresse psychique, qui au départ vécue par la maman s'est transposée, ça a été transmise sur elle, voilà, et qu'elle en recèle les symptômes plus tard, et que ce corps, en tout cas, elle décide soudainement, en tout cas, de le mettre un petit peu à l'arrêt. Donc elle ne danse plus, elle ne chante plus, elle n'écoute plus la musique, et elle se décide d'aller vers quelque chose de plus, pour elle, qu'elle exprime de plus apaisant, donc en allant chercher des réponses. Et c'est la spiritualité qui s'impose à elle, qui lui arrive en tête, et à partir de là, elle trouve un moyen, en tout cas, efficace, hein, qui lui permet de mieux vivre, du moins de mieux supporter ces angoisses envahissantes, ces angoisses mortifères en réalité. Donc, et c'est cette jeune fille qui est en recherche de vérité, ne s'arrête pas qu'à la spiritualité, elle s'engage aussi dans des études scientifiques, hein, où il s'agit aussi d'aller chercher de la rationalité, d'aller chercher du vrai. Donc il y a cette logique vraiment qui s'impose à elle, elle est clairement dans des questionnements d'ordre existentiel. Donc à mettre à distance tout ce qui peut se faire souffrir dans la vie d'ici-bas, et pouvoir justement différer les plaisirs, différer quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle de la vie de l'au-delà, c'est-à-dire de l'éternel, de l'éternité. Voilà. Et j'ai pu imaginer qu'à travers ce discours, et à travers l'émotion qui a émergé, parce qu'elle et sa maman n'en parlent pas, donc il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas du tout eu de sujet là-dessus. Pour autant, une émotion vive était présente. Hein, donc un traumatisme, pour le coup, vicariant entre la mère et la fille. Encore présent aujourd'hui, même si je ne la suis plus, mais c'était encore vif. Et donc, cette jeune fille qui, aujourd'hui, va me dire que, avec un souvenir comme ça, un peu, dire que son arrière-grand-père, à son décès, elle avait 3 ans, elle s'est souvenue qu'elle s'était adressée à Dieu pour être en lien avec son arrière-grand-père décédé. Donc pour garder ce lien, du moins d'essayer d'imaginer qu'elle pouvait symboliquement maintenir ce lien qui avait physiquement été rompu. Donc un corps qui s'était finalement désincarné,
avec le temps. Donc évidemment, quand on parle d'une personne décédée, on ne la nomme plus en général, on parle d'un corps. Donc elle tentait quelque part de raviver et de revivre un petit peu, voilà, c'est cette relation pour laquelle elle n'avait plus accès. Elle s'est souvenue aussi qu'elle avait souhaité voir son arrière-grand-père décédé et qu'il lui avait été interdit par sa maman de pouvoir justement faire son deuil. Donc dans cette clinique, j'ai pu imaginer, enfin du moins toujours en hypothèse, que peut-être cet arrière-grand-père, pendant très longtemps, qui était une figure aussi iconique, rassembleuse, importante, pouvait justement peut-être avoir laissé une place vide, qui n'a pas pu être occupée par la suite, et qui peut-être a orienté cette jeune fille vers quelque chose de plus pérenne en termes de croyance, et voilà, en déifiant un petit peu l'image de l'arrière-grand-père, en convoquant Dieu, elle s'est, avec le temps, elle grandit, elle devient adolescente aujourd'hui. Elle n'est plus du tout dans des questionnements enfantins. Elle se dit que de toute façon, Dieu, lui, par contre, il est immortel. Il ne meurt pas. Il est immatériel. Donc un corps immatériel. L'image du grand-père et l'image du divin est quand même quelque chose de proche. Elsa, de ton côté, une situation marquante Je pourrais vous parler d'une autre situation, simplement pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit. Je trouve, par exemple, quand la jeune fille parle qu'elle arrête d'écouter de la musique, de danser, etc., c'est quand même pas une idée qu'elle a eue toute seule. Alors ça l'apaise, vous dites, elle va vers quelque chose de plus apaisant. C'est quand même quelque chose qui est prescrit par l'idéologie salafiste. Et donc pendant le confinement, il y a eu beaucoup d'angoisse, alors d'angoisse de mort, qu'on a tous partagé. Mais les jeunes se sont énormément engouffrés dans les réseaux sociaux, parce qu'il y avait un peu que ça, le lien humain en vrai, entre guillemets, était tellement limité que... les réseaux sociaux ont investi la place laissée vacante. Et on a énormément de jeunes qui se sont du coup laissés prendre par les réseaux salafistes en ligne, qui sont très actifs en ligne. Ils sont presque exclusivement, sur Internet, il y a peu de... l'islam traditionnel est quand même très absent des réseaux sociaux et d'Internet. Donc quand ils sont allés sur Internet, ça a été une catastrophe. Et donc du coup, quand on voit les patients arriver, il y a ce mélange en fait entre l'idéologie telle qu'elle est prescrite, écrite, dictée par soit les prédicateurs, soit ceux qui s'en font les relais. Et ensuite, il y a une appropriation subjective de cette idéologie théorique, on va dire. Je ne sais pas comment l'appeler. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est comment la personne, le sujet, va faire quelque chose d'une idéologie qui n'est pas, au départ, qui n'est pas quelque chose qui vient avec. C'est... eux, les jeunes qui vont quand même sur Internet, etc., ensuite qui par surf, après on connaît les questions des algorithmes et des choses comme ça, des vidéos sur YouTube, mais ensuite c'est quelque chose qui leur parle, c'est quelque chose qui les fait vibrer, et c'est cette alchimie, on va dire, entre l'intime et l'idéologie, qui est importante à travailler, c'est-à-dire concrètement, il ne s'agit pas seulement de se dire est-ce que arrêter la musique c'est bien, c'est mal, c'est pas forcément ça, mais c'est qu'est-ce que cette jeune fille a trouvé dans l'idéologie salafiste qui lui a parlé, et qu'elle s'approprie. Après, par exemple, dans des moments de grande précarité psychique, de grand traumatisme, on sait aussi, par exemple, que les patients, devant des grands traumatismes, ils se dissocient et finalement, ça les aide aussi à traverser la période gravissime qu'ils traversent. Est-ce que, pour autant, il faut s'en satisfaire? En tant que psychologue, je dirais que non. C'est-à-dire, à un moment, c'est utile, c'est efficace,
pour traverser une période dramatique. Mais ensuite, la question, c'est comment on peut se protéger autrement de nos angoisses, autrement que par en fait un frein d'urgence gravissime, quoi. Parce que ce soit la dissociation, que ce soit l'arrêt de toute relation humaine, de toute relation avec notre conflictualité intrapsychique, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'altérité, c'est quand même s'amputer énormément, hein, psychiquement. Et je trouve que voilà, c'est inquiétant psychiquement d'en rester là, même si ça sert à se défendre contre des angoisses plus massives. Voilà, c'est toute la complexité de l'accompagnement, et je trouve qu'on a intérêt à lier l'intime et le politique pour arriver à je pense, une subjectivation de nos jeunes patients. Rabia, ça doit être quelque chose qui te parle, ce jeu entre le politique et l'intime. Est-ce qu'il y a une situation particulière à laquelle tu penses dans ta clinique, dans laquelle ce corps absent, ce corps présent se joue, ça se manifeste d'une manière qui t'a marqué? Alors, je ne voulais pas reparler de cette situation parce que mon collègue en a parlé hier de la situation de Jeanne. Mais je vais quand même en parler parce que ça reste la plus marquante, je pense, depuis que je travaille au réseau Virage. Et parce que ça me fait écho aussi à tout ce que vous avez dit sur le confinement et les angoisses que ça a pu procurer aux ados notamment. Donc sans reprendre toute l'histoire de Jeanne, nous on la rencontre, elle porte le gilbeb, elle porte les gants, elle est dans un islam assez très rigoriste, hein, je dirais. Elle se marie avec un jeune homme dont elle se sépare juste avant le confinement. Et ça rejoint aussi la situation dont vous parliez tout à l'heure, parce qu'elle se sépare donc de son mari juste avant le confinement. Elle passe le confinement chez ses parents. Et juste après le confinement, il y a le mois du Ramadan. Donc elle va jeûner son mois du Ramadan. Elle va fêter le dernier jour. Et le soir même, elle va aller s'approvisionner et elle va récupérer tout ce qu'elle peut en termes de drogue. Et à partir de là, il y a une rupture qui se fait, comme si peut-être que la relation qu'elle avait, peut-être qu'elle y trouvait quelqu'un qui la contenait peut-être. Et ce moment de flottement là, de confinement chez ses parents, où elle s'est retrouvée seule, et donc chez ses parents non voilés, donc j'ai presque à dire pas protégée non plus par ce voile parce qu'elle n'avait pas le droit de le porter à la maison, et où ça a été après ça une belle descente aux enfers, je dirais, hein, pour cette jeune, parce que ça a été très compliqué pour elle, et ça l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Il y a eu une grosse consommation d'alcool, de médicaments, de drogue, alors qu'elle disait n'y avoir pas touché. Elle a retiré son voile. Les premiers temps, c'était compliqué. Elle était très angoissée à l'idée de venir en présentiel me rencontrer à la maison des ados à Strasbourg. Très angoissée quand elle était dehors. Et puis, elle a fini par trouver un petit apaisement. Alors, je dis vraiment un petit, ça n'a pas duré très longtemps. Mais quand elle a commencé à percer son corps, son visage, et à le tatouer. Parce que finalement, quand elle était voilée, donc elle ne pouvait pas suivre de formation, elle ne pouvait pas travailler, il y avait tout un tas de choses qui lui étaient pas possibles. Alors je pense que ça devait bien l'arranger quelque part. Et là, finalement, d'être percée et d'être autant tatouée, parce que c'est assez impressionnant,
de voir ce visage qu'on avait l'habitude, en tout cas nous, de voir voilé, et vraiment, enfin oui, on avait juste le visage qui était découvert. Aujourd'hui, elle est plus du tout voilée. Sur ses réseaux sociaux, c'est des photos suggestives, c'est des photos, assez très en opposition avec la jeune fille qu'elle avait pu être avant. Mais on sent que ce corps continue de souffrir, en fait. Elle continue de... je pense que le voile, le gilbeb, et peut-être que la religion est venue l'apaiser, et on l'a su, mais bien après qu'elle avait subi des traumatismes dans son enfance. Et là, j'ai l'impression qu'avec les tatouages, elle a vraiment trouvé une façon de se réapproprier son corps. C'est son corps, et elle y écrit ce qu'elle veut, parce qu'elle écrit des choses sur son corps, et elle dessine ce qu'elle veut sur son corps, et c'est le sien. Et maintenant, elle en fait vraiment ce qu'elle veut. Donc je pense que c'est même si son mal-être, il a fini par se transformer, je dirais. Je ne saurais pas le dire. Je suis désolée, je suis entourée de psychologues, pardon, et j'ai parfois un peu de mal à trouver les bons mots. Mais comme si, oui, finalement, le voile... sa radicalisation, entre guillemets, ou sa pratique religieuse est venue apaiser quelque chose à un moment, mais là où le Covid et le confinement, etc., sont peut-être venus réactiver d'autres choses qui font qu'elle a dû trouver une autre solution pour... En tout cas, un marquage du corps et de la peau, dans les deux cas, extrêmement forts, qui sont peut-être des formes de protection tous les deux, qui se jouent alors pour nous socialement de manière très différente, mais peut-être dans l'intime et dans la psyché de manière relativement proche. Moi non plus, je suis pas psy, mais je me dis en tout cas c'est très fort, hein, effectivement, cette situation. On va terminer, Nasser, avec un dernier. Vous allez avoir... alors, si tu veux réagir, t'hésites pas. Mais ensuite, je vous demandais chacun en 30 secondes de faire une première conclusion du côté clinique un peu de ces 2 jours. Voilà, en 30 secondes, qu'est-ce que vous retenez de ces 2 jours? Ce sera la dernière question avant de laisser la place à Delphine Rideau pour conclure en 5 minutes, vous inquiétez pas, ce colloque. Alors Nasser, je te laisse réagir peut-être à ce que tu as entendu, et puis est-ce que tu peux conclure de ton côté en 30 secondes, et je demanderai la même chose à chacune et chacun d'entre vous. Je voulais juste réagir sur le marquage sur le corps, ce que nomme David Breton la trace. On laisse une trace sur la... Enfin, c'est comme une deuxième enveloppe corporelle, à l'idée du moipeau de Didier Anzieux, cette deuxième peau qui vient protéger un petit peu le... Et donc, quand on marque le corps par le tatouage, on pose quelque chose dessus, une inscription personnelle, c'est que je viens marquer mon corps et montrer aussi. C'est aussi une exhibition. On exhibe quelque chose pour dire à l'autre, c'est moi qui pose ça. Je ne subis pas. J'ai subi jusque-là, et je suis allé chercher une autre enveloppe pour me protéger, mais finalement, c'est celle-là, peut-être, la dernière, peut-être, parce que ça résonne en moi, il y a une résonance de souffrance psychique, et quelque chose qui ne va pas, quoi, qui ne fonctionne pas. Voilà. Pour ces 2 jours-là, moi, comme mes collègues qui sont là, on a appris beaucoup de choses. Il y a eu des regards historiques, politiques, sociologiques, anthropologiques et psychanalytiques, hein, et psychologiques. Moi, je pars de ces 2 journées vraiment rempli de questionnements, et surtout, j'ai appris beaucoup de choses, et encore une fois, ça va me permettre aussi d'aller chercher, de continuer à chercher. Un appel à plus de rencontres que je partage de mon côté, Elsa. De mon côté, moi j'ai été un peu confortée quand j'entendais des collègues dire que en fait, le corps était assez peu présent explicitement. C'est-à-dire, on le voit, le corps, on voit le corps voilé, on voit le corps marqué, on voit...
Mais je parle dans les entretiens, dans le discours, dans le travail psychique qu'on fait avec les jeunes et aussi un peu avec les familles, le corps érogène, le corps sensible est très très peu présent. Et donc ça m'a conforté de voir que j'étais pas la seule à constater ça. Ça fait toujours, ça rassure toujours un peu. C'est Tristan aussi Renard qui disait voilà que dans sa cohorte c'était très peu présent. Ça va aussi avec le fait que l'idéologie vise l'impensé. L'idéologie s'appuie sur l'impensé du corps. C'est KS qui dit ça. Hein. C'est tout ce qui ne sera pas pensé, parlé, fantasmé du corps va donner support à l'idéologie. Donc c'est pas étonnant non plus. Et moi, ce que je retiens beaucoup de ce colloque, c'est toute la dimension contre-intuitive dont Agnès de Féau a beaucoup parlé. C'est-à-dire que sous couvert, parce que dans l'idéologie, on nous bassine, entre guillemets, avec la pudeur, avec voilà, il faut se cacher, etc. Et que finalement, ce qui est, quand on creuse un peu dans le fonctionnement psychique, on trouve beaucoup de séduction, beaucoup de vouloir attirer, que ce soit les hommes, le regard. C'est vrai que dans la rue, on les remarque quand même beaucoup. Et donc voilà, c'est ce côté contre-intuitif qui nous invite à ne pas nous arrêter au seul sens donné par les idéologues dans leur idéologie, mais d'essayer de creuser un sens plus psychique, plus intime, et qui fait sens pour l'individu. Par les idéologies et puis aussi par les médias, par la puissance publique qui parfois impose aussi une interprétation qui n'est pas forcément celle portée par les personnes qu'on accompagne. Aliou, de ton côté, qu'est-ce que tu retiens ? Alors moi, évidemment, je retiens beaucoup de choses de ces 2 journées de réflexion. Bon, après, j'ai une mention aussi spéciale pour Guillaume Corduan et Agnès de Féau, notamment sur les fonctions psychiques du corps. Évidemment, on va plaider un peu plus pour sa paroisse. Et aussi, bon, d'un point de vue sociologique, sur voilà, ce qui a été présenté ce matin, notamment voilà, sur ces tenues vestimentaires qui n'ont pas forcément la même connotation, enfin, même si on parle d'islamisation, même si on parle de religiosité, mais évidemment les pratiques ne sont pas les mêmes, elles diffèrent. Donc c'était intéressant d'avoir, enfin du moins en tout cas pour moi c'est une découverte, d'avoir en tête qu'il y avait l'islam, enfin du moins le voile hérité, et puis celui au contraire qui ne l'était pas, notamment en Occident, on était vraiment dans d'autres logiques. Donc là-dessus, c'est voilà, du moins c'est des points qui sont très, très intéressants et qui m'ont permis aussi de conforter un peu aussi la clinique que je mène actuellement, notamment sur ces jeunes filles nouvellement converties qui ne maîtrisent absolument rien de tout ça et qui vont voilà, se draper d'un vêtement pour marquer quelque chose, pour sans doute voilà, poser une sorte de reset un petit peu sur leur évolution. Pourtant, sont encore en phase pubertaire, encore dans des logiques où elles grandissent. Voilà, donc voilà, toutes ces choses-là ont été intéressantes et c'est vrai que au-delà des théories proposées, des idéologies et aussi voilà, que ce soit c'est vrai qu'il y avait des discours assez tranchés, des discours assez revendiqués et puis d'autres un peu plus apaisés. Mais au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une originalité sur ce qui est dit ici. Et ça m'a beaucoup plu. Et je pense que c'est quand même un son de cloche qui doit quand même voilà, aussi se faire entendre et qui doit aussi voilà, exister à un moment donné dans l'espace public sans rester que dans du sécuritaire, que dans des choses qui nous empêchent justement de penser, qui peuvent justement atomiser la pensée et nous laisser en tout cas face à des situations où il n'y aurait pas de réponse ou pas d'opérateur qui pourrait justement, d'ailleurs je pense qu'ici on l'est tous, d'ailleurs c'est aussi une satisfaction de rencontrer tous les partenaires, de pouvoir justement donner à voir sur ce qui se joue d'un point de vue psychique. Même si voilà, l'aspect social compte. Et puis aussi, voilà, pour finir, la question du corps, de la manière dont ça a été décliné à travers toutes ces théories, on peut voilà, finalement, je pourrais dire que ce corps, il nous échappe, quoi. Si on peut se faire référence à Lacan, le corps fait partie aussi des éléments qui nous échappent totalement.
laisser une place à la diversité, à l'altérité, hein, c'est ce qu'on disait, à cette diversité d'opinions, à ces paroles hétérodoxes, mais aussi, voilà, je crois que c'est un très bel appel, merci Aliou. Et Rabia, il te revient de clôturer cette table ronde. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces 2 jours ? Beaucoup de choses, il va me falloir un petit peu de temps pour digérer tout ce qui a été dit depuis hier. Et puis je rejoins mes trois collègues dans leur petite conclusion. Mais c'est vrai que l'intervention d'Agnès Deféo m'a fait beaucoup de bien ce matin. Merci beaucoup. Il me tarde de voir les vidéos et de me plonger dans votre livre. Parce que ça a fait écho à beaucoup de situations, ça a fait écho à beaucoup de questions qu'on se pose nous en équipe, et parfois aux questions aussi que les jeunes filles viennent nous poser. Donc merci beaucoup. Et voilà, je pense que je vais en rester là pour ma conclusion. Merci à tous les 4. Madame Delphine Rideau pour la conclusion. Alors, un petit mot de conclusion, tout d'abord pour vous dire un grand merci aux collègues des équipes co-organisatrices qui me rejoignent et qui pourront dire un petit mot aussi derrière moi, et à la Micha qui nous accueille dans cette belle salle. Merci aussi à toute l'équipe de la Maison des Ados et du Réseau Virage, y compris pour la partie logistique, et je salue notamment Anne et Kevin qui sont tout là-haut, qui n'ont pas assuré la partie la plus facile, pardon. Et Sylvain, alors Sylvain, il est caché derrière les vitres. D'autant plus que nous étions déjà en journée d'études ici même mardi sur le sujet des orientations sexuelles et des identités de genre. La semaine était donc particulièrement dense pour l'équipe de la Maison des Ados, mais pas sans lien cependant entre ces différents sujets. On aura peut-être l'occasion d'y revenir lors d'un prochain événement. Je poursuis avec un merci très sincère à l'ensemble de nos intervenants pour la qualité de leur présentation, dont l'objectif était évidemment de nous faire partager leurs connaissances et résultats de recherche, mais au moins autant d'alimenter nos débats à court, moyen et long terme, et je crois que l'objectif a été largement atteint. Que chacun, chacune ait apprécié ou pas certains contenus, y ait adhéré ou pas, il est indispensable de les analyser en tant qu'instrument d'une musique de dialogue entre université et intervention sociale et clinique. Donc en tant que support de débat qui soutiennent largement le développement de nos pratiques professionnelles. Tous ces débats qui nous agitent depuis que nos équipes ont accepté de s'engager à travailler sur ces problématiques sans pour autant renoncer à leurs principes et valeurs professionnelles. Et qui agitent tous les professionnels de nos secteurs d'activité, comme et avec les professionnels de l'éducation, de la justice, ici représentés aussi par Michel, et de la sécurité. Tous ces débats nous assignent parfois à tenir une position d'équilibriste proche de celle du cul entre deux chaises. Celle de la sécurité publique, d'une part, et celle de nombreux mouvements militants ou communautaristes, d'un autre côté. Une impression de cul entre deux chaises que partagent peut-être bon nombre des personnes signalées ou concernées par ces problématiques. La multiplicité des contributions de ces 2 jours nous a clairement invités à penser ces personnes engagées dans différentes formes de radicalité comme étant dans un entre-deux, comme des corps manifestant un dehors, une transgression de la norme commune, mais réclamant souvent dans la relation d'accompagnement un désir de revenir dans le corps social. Entre-errance au sens de se perdre, et quête au sens de se trouver, ça a été dit aussi hier. Nous restons collectivement face à une problématique sensible et complexe et qu'il serait dangereux de chercher à simplifier sans nuance, au risque de produire ce que nous cherchons à prévenir, toute forme de radicalité confondue.
Plus nous creusons nos sujets, plus il se confirme en effet qu'il y a du commun au sein des différents courants idéologiques, politiques ou religieux qui peuvent conduire à la violence, et qu'il est important de travailler sur tous en même temps, au risque d'alimenter les mécanismes de polarisation sociale déjà largement à l'œuvre. Ce colloque nous rappelle la place centrale que le débat doit avoir entre nous et dans nos actions d'accompagnement et de prévention. En matière d'accompagnement, nous avons bien entendu qu'il est indispensable d'interroger et de prendre en compte le sens réel et symbolique que les personnes confèrent à leurs vêtements, postures et marquages corporels, avant de plaquer sur eux et elles le sens que la société, les journalistes et autres responsables politiques de tous bords y voient de leur place. Il s'agit des fonctions psychiques du corps, telles que décrites par Guillaume Corduan hier et reprises par Agnès de Féau. Décidément, on leur a redit et redit. Ce matin, et de chercher à analyser à chaque fois en quoi les personnes cherchent tout à la fois à se faire devenir adultes, se faire reconnaître, se faire désirer, se faire plaisir, se protéger, faire peur et se faire pardonner. En matière de prévention, le débat, la culture du dialogue, voire de la dispute élégante, un terme que j'emprunte à Thierry Gogel d'Alondance, reste nos boussoles. Gardons-nous des vérités assénées, réfléchissons l'égalité et légitimité dans une perspective d'égalité et d'équité. Et surtout, continuons d'entretenir nos différences, nos originalités, merci à Liu, et de dialoguer entre nous, avec les chercheurs, mais aussi avec les institutions à l'œuvre dans la prévention et la lutte contre les radicalisations, même en poésie, si ça peut aider. Merci à tous. Je voulais remercier encore le réseau Virage et toutes les personnes qui sont venues à ce colloque. Avec nous, une petite frustration, parce que je pense que notre présentation a été, on a vu trop large. Mais en tout cas, voilà, ce qui, moi, m'a quand même interpellée, c'est que finalement, ce thème de corps et radicalité draine en fait beaucoup de choses qui sont communs, je trouve, dans les différentes interventions. La question de la perte, la question de la séduction, mais aussi de la pudeur. Et que je me dis qu'en fait, il faudrait donc d'autres... ça invite à d'autres colloques, d'autres thématiques. Et voilà, j'ai fait un peu ce parallèle de la quête adolescente avec aussi la quête, nous, des cliniciens, et l'importance du dialogue. Voilà, merci. Comme conclusion, je pense, peut-être rebondir sur les questions qui ont été posées. Je me rappelle de la question des élèves magistrats du fond de l'amphi, sur donc la protection de l'enfance, l'enfant qui est placé pour le préserver, et comment, voilà, c'était Agnès de Féau qui était, on va dire, du côté de cette mère. Et je me dis qu'on aurait peut-être à réfléchir avec finesse et subtilité justement au double statut en fait de ces personnes donc en voie de radicalisation, radicalisées, enfin selon les variantes, qui sont en fait à la fois souvent victimes, mais aussi, alors je pense coupable dans ma tête parce que je pense à un djihadiste qui, au cours d'un procès, où la procureure de la République avait une grande finesse. Quelquefois, la finesse arrive de là où on s'y attend le moins. Mais elle disait bien que ce djihadiste était... donc, elle accusait, parce qu'elle est procureure, elle accusait, mais elle reconnaissait sa dimension de victime de guerre, en l'occurrence. Et du coup, je me dis, nous, cliniciens, on perd souvent je trouve, quelquefois, cette finesse, parce qu'on se place, donc soit en tant que, voilà, dans nos polarisations propres, hein, c'est-à-dire soit celui-là, il est dangereux, celui-là, il est inquiétant, etc., soit dans celui-là ou celle-là, hein, elle est à protéger, il faudrait faire attention, il faudrait voilà, la considérer que comme une victime et que comme... voilà. Et donc je me dis peut-être qu'il y a des choses à penser sur ce double statut, et victime et je sais pas, inquiétant, ou selon les cas. Voilà. Alors moi je voulais d'abord remercier effectivement l'aspect fédérateur
voilà, qui a permis en tout cas ce colloque et ce qui a amené à ce colloque, et surtout l'évitement d'un entre-soi qui effectivement qui peut être très handicapant et à faire perdre peut-être beaucoup de finesse qu'on voit ou qu'on ne voit pas et qui résonne souvent dans la parole et dans les postures parce que l'inconscient est extraordinaire et qu'il laisse paraître tellement de choses. Donc c'est quand même très riche et en tout cas pour notre part on s'inscrit dans cet aspect fédérateur de communication, de volonté en tout cas de vouloir faire évoluer une visibilité du sujet. Je repose encore le sujet parce qu'il paraît tellement difficile de parler de tout ça sans parler de l'autre. Et c'est ce qui a transpiré de manière majoritaire dans ce rassemblement qui a exposé tellement de choses différentes et j'espère bousculer parce que c'est comme ça qu'on avance. Alors merci encore. Le mot de la fin, moi je dirais rien sauf un petit passage d'un poème d'Ibn Arabi, puisqu'on était dans le soufisme, qui dit « Al-hubbu dini wa imani » ça veut dire l'amour est ma religion, là où se dirigent ces embarcations, l'amour est ma foi et ma conception. Merci. Sur ces mots, nous vous souhaitons à tous et toutes un excellent week-end et encore merci pour votre participation active.